Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu es ici parce que tu veux craquer pour le Sony Alpha 7 IV qui est ce boîtier extraordinaire. Est-ce que ça vaut le coup ou pas en 2026? On va voir ça ensemble. Je vais te donner mon avis à travers mon spectre de photographe professionnel et aussi passionné de photos vidéo. On va surtout être là pour débriefer sur mon expérience avec ce boîtier, sachant que je suis passé par un Sony Alpha 7 III et encore avant un Sony Alpha 7 II. Donc oui, j'aime les Alpha 7, mais en 2026, est-ce que ça vaut encore le coup? On va voir ça ensemble. C'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe et vidéaste dans le milieu haut de gamme, donc beaucoup dans l'automobile, un peu dans l'immobilier, dans les expériences haut de gamme de manière générale, ça peut être de l'outdoor aussi. Et après je touche un petit peu à tout, je suis passionné par l'image mais surtout l'outdoor, donc les paysages, la faune, la flore, mais bon l'automobile aussi évidemment. Et encore pas mal d'autres trucs. En fait, tout me passionne à partir du moment où je suis derrière une caméra. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Ça fait 2 ans que je vis de ma passion et aujourd'hui, j'accompagne des élèves à vivre eux-mêmes de leur passion à travers la photo ou la vidéo. Et comme j'ai pu le dire dans l'intro de la vidéo, je suis déjà passé par un Sony Alpha 7 II et un Sony Alpha 7 III. Donc, j'ai un petit peu de recul sur cette gamme de boîtiers chez Sony. Alors, je vais en décevoir plus d'un, mais il faut que je vous le dise dès le début. Déjà, c'est pas le matériel qui fait le résultat. Alors malheureusement, on n'a pas envie d'entendre ça parce qu'on aime le matériel. Si on est sur des vidéos de matos, c'est parce qu'on a un peu envie d'acheter quand même ou de step up. Et oui, ça fait une différence. Oui, si vous êtes déjà professionnel de l'image, ça pourra vous aider légèrement, mais c'est vraiment pas du tout le plus important. Après, c'est à mitiger entre est-ce que tu fais de la photo, est-ce que tu fais de la vidéo, est-ce que tu fais les deux, et est-ce que tu es juste passionné ou est-ce que tu comptes en vivre ou est-ce que tu en vis déjà. Donc je vais pas pouvoir faire cette vidéo pour tout le monde, mais je vais essayer de généraliser un petit peu et de donner mon avis sur tout ça, tout en expliquant pourquoi il peut être bien, pourquoi il peut être moins bien aussi par rapport à quelques specs évidemment, mais grosso modo c'est plus un avis en tant que passionné qui arrive à vivre de sa passion aujourd'hui et qui arrive, j'espère, à faire de la belle image. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Sony Alpha 7 IV? En tout cas, c'est pas nécessaire, mais ça va vous aider à faire de belles images, que ce soit des photos ou de la vidéo. Même si le boîtier il est sorti en 2021, ça fait déjà 5 ans. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir le retrouver à des prix moins onéreux, surtout que le Sony Alpha 7 V est sorti et forcément on va devoir le comparer un tout petit peu au Sony Alpha 7 V pour savoir si ça vaut le coup plutôt d'investir directement dans le Alpha 7 V ou de garder un peu ses économies et d'investir dans le Sony Alpha 7 IV. Donc en photo déjà c'est quand même à savoir le minimum, il a 34 millions de pixels, ça ne fait pas tout du tout, c'est pas du tout les pixels le plus important, mais je commence par là parce que ça donne un ordre d'idée sur le taux de zoom qu'on peut avoir. À partir de 24 millions de pixels, c'est ok, vous pouvez faire carrément de la photo professionnelle, il n'y a aucun problème tant qu'il ne faut pas les imprimer et les agrandir en grand. Donc on est sur 34 millions de pixels, ce qui est largement suffisant, on peut zoomer dans l'image facilement sans qu'on voit une baisse de qualité. Sur les réseaux sociaux, bah alors là, on peut zoomer x4 ou x5 dans l'image, on ne verra pas la diff sur les réseaux sociaux, donc là-dessus, on est tranquille. Mais surtout, le Sony Alpha 7 IV, comme toute sa gamme de boîtiers Sony Alpha 7, dispose d'un capteur plein format avec une dynamic range de fou furieux. Ce qui veut dire que on va maximiser le taux de flou d'arrière-plan, le taux de lumière qui rentre sur notre capteur. Ça dépendra aussi de l'objectif qu'on vient mettre devant, mais grosso modo, on ne peut pas avoir mieux sur le marché aujourd'hui qu'un capteur plein format. Donc ce capteur-là, il vous permettra, comme je vous disais, si vous avez un bon objectif, d'avoir un beau flou d'arrière-plan et d'avoir ce côté un peu cinématique, ce côté télé qui peut être sympa. Mais surtout, ça vous permettra de shooter en conditions lumineuses assez faibles, donc que ce soit de nuit, que ce soit en festival, en concert ou des ambiances du style. Il a une dynamic range en plus de ça de fou furieux, c'est-à-dire que quand on prend une photo, en général, on expose par rapport aux lumières les plus intenses, donc par rapport au soleil, par rapport au ciel, des choses comme ça, et le reste paraît hyper sombre, paraît tout noir, etc. Mais comme on a une super bonne dynamic range sur le capteur, quand on passe en retouche photo, ça nous permet de augmenter toutes les ombres et d'avoir vraiment des infos partout. Donc ce boîtier, il est incroyable pour la photo, je me suis jamais senti limité. Le seul truc qui peut être un petit peu limitant, je dirais, c'est la pré-capture pour ceux qui sont passionnés par la photographie animalière. Quand un oiseau s'envole ou des prises de vue comme ça, de la rafale, etc., il peut être un tout petit peu limité puisque ces rafales max sont compatibles qu'avec des objectifs Sony. Moi, j'ai très peu d'objectifs Sony, je suis beaucoup chez Sigma, Tamron, bref, des marques tierces qui proposent un rapport qualité-prix exceptionnel, mais qui viennent brider un tout petit peu le boîtier avec une fréquence de rafale de photos un petit peu inférieure. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur les specs de la photo.
mais mon avis, c'est juste que c'est un banger, même si c'est encore 2021. Oui, on peut avoir une meilleure rafale. Oui, on peut avoir de la pré-capture. Oui, on peut avoir plus de pixels pour zoomer encore davantage sur la photo. Donc si vous voulez prendre de la photo de lune, je vous mets une photo que j'ai faite de la lune avec un 600 mm, donc c'est un sacré objectif, hein. Mais vous voyez déjà ce que je peux avoir avec un Sony A7 IV, c'est une dinguerie, alors qu'il date de 2021, même s'il y a 3 fois mieux. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 3 fois mieux aujourd'hui? À vous de voir, selon votre budget aussi. En termes d'autofocus aussi, ce sera valable également pour la vidéo. Franchement, il a un très bon autofocus. Oui, il n'a pas de l'IA qui reconnaît que c'est un insecte, que c'est un oiseau, que c'est un avion, que c'est un bateau. Pour autant, ça marche super bien. Si vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous vous penchez un petit peu sur les réglages et que vous apprenez à vous servir de votre boîtier, le Sony Alpha 7 IV, j'ai jamais eu de problème sur l'autofocus, mis à part quelques objectifs, mais ça venait vraiment de l'objectif, ça vient pas du tout du boîtier. Donc je vous mets quelques exemples de photos que j'ai pu réaliser en tant que professionnel qui font largement le taf. J'ai d'ailleurs toujours, mais quasiment toujours, des retours positifs sur le travail que je fais, donc c'est hyper gratifiant, ça fait trop plaisir de travailler dans un milieu où on est reconnu pour ce qu'on fait. Et voilà, c'est tout ça pour dire que oui, je peux avoir mieux comme boîtier, il existe mieux que mon Sony Alpha 7 IV aujourd'hui. Pour autant, ça séduit largement mes clients. Donc est-ce qu'il y a besoin de plus? Si moi, peut-être, je me sens bridé que je veux plus, oui. Est-ce que je me sens bridé que je veux plus? Je me sens pas bridé et je veux pas forcément plus parce que maintenant, je privilégie plutôt les expériences que le matériel. En vidéo, là, ça devient un peu plus intéressant puisqu'en vidéo, il commence à être un tout petit peu dépassé aujourd'hui en 2026 parce qu'il propose seulement de la 4K à 30 fps ou de la 4K à 60 fps, mais il va venir faire un crop, c'est-à-dire que il va venir zoomer dans l'image et du coup, ça va réduire un petit peu la qualité, même si on reste sur un 4K. Ça peut être avantageux sur certaines prestations, par exemple sur circuit automobile, ou si vous êtes passionné de photographie animalière, ça vous permet d'avoir du 4K tout en zoomant dans la vidéo. Mais voilà, on ne peut pas avoir de ralenti avec un format natif. Donc si j'ai mon 14 mm et que je veux faire un ralenti, je vais me mettre en 60 fps et tout de suite mon 14 mm va être sur un capteur Super 35, donc il va être équivalent à un 21 mm. Donc tout de suite, si je veux faire du ralenti avec un grand angle, à la place d'être en grand angle comme d'habitude à 14 mm, je dois être en 21 mm. Maintenant, en termes d'autofocus, il est honnête aussi, comme je disais, en photo. Donc voilà, on peut aussi parler du global shutter, de l'encodage sur le capteur de nos vidéos, etc. C'est pas le meilleur. Voilà, aujourd'hui, il y a mieux sur le marché. En 2021, c'était le meilleur dans ce niveau-là de budget. Aujourd'hui, on a mieux même peut-être au même prix. En revanche, est-ce qu'on a aussi bien pour avoir une polyvalence en photo et en vidéo? Ça, je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des panoramas très rapides, oui, on va avoir une image qui va un petit peu se distordre, elle va se pencher sur les rebords. Franchement, si vous n'êtes pas méga pointilleux, vos clients, ils ne verront jamais. Moi, je fais des images en panorama ou des fois, je fais des images avec un slow shutter pour donner ces impressions de vitesse et je secoue un peu ma caméra ou je fais des gauches-droites rapidement pour avoir du flou de mouvement quand tu suis un sujet, que tu veux lui donner de la vitesse, etc. Donc oui, tu as les bords qui se penchent un peu et c'est du détail. Enfin, moi, je suis pas prêt à mettre 1000 balles de plus pour pas avoir cette petite ligne qui se décale. Sauf qu'en termes de technologie, c'est très compliqué à avoir. C'est pas du tout la même technologie et du coup, c'est là que ça coûte cher et c'est là que vous allez devoir sortir 1000 balles de plus pour pas avoir ces lignes qui se déforment sur les bords. Donc, à vous de mesurer le pour et le contre. Pour moi, ça fait le taf. Il est un petit peu dépassé en termes de slow motion. On n'a pas accès aux 120 fps. On n'y a que accès si on se met en 1080p, mais aujourd'hui le 1080p c'est quand même dépassé, on va pas se le cacher. Sur tous mes projets pro, je shoot en 4K et je pense que c'est un peu le minimum à livrer mes clients aujourd'hui. Ce serait pas hyper bien vu de livrer du 1080p. Donc même si je sais que sur ordi après, on peut upscale notre vidéo, ça m'est arrivé de le faire. J'ai filmé en 1080p, j'ai eu du slow motion à 120 fps. Une fois arrivé en post-prod, je fais de l'interpolation d'images. En gros, ça crée une image entre chaque image, donc ça m'a permis de générer un 240 fps alors qu'à la base, je l'avais filmé en 120. Et en plus de ça, à la fin de ma vidéo, j'ai fait un upscale, c'est-à-dire que j'ai augmenté artificiellement la qualité de ma vidéo en augmentant la résolution et du coup, je suis passé en 4K. Donc c'est un peu bidouillé, ça prend beaucoup de ressources sur l'ordi, ça prend pas mal de temps. Donc tu peux pas faire ça sur un montage en entier, mais tu peux bidouiller un petit peu quand même pour si tu as besoin d'avoir 2-3 trucs hors du commun. Voilà, c'est faisable. Donc maintenant, à savoir si tu es pro ou pas, je vais quand même te donner quelques possibilités chez Sony pour te diriger vers d'autres boîtiers ou pas. Je suis vraiment pas
spécialisé dans le matos. Ça fait longtemps que je regarde plus le matos parce que ça fait un petit moment que je suis satisfait de mon Sony Alpha 7 IV, donc je connais plus tout sur le bout du doigt. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que le Sony Alpha 7 IV est hyper polyvalent. Il a un très bon rendu photo, vraiment la qualité photo reste exceptionnelle, même s'il n'a pas tous les petits trucs en plus que de nouveaux appareils peuvent avoir. Et en vidéo, il fait le taf, même si tu peux avoir un meilleur slow motion, même si tu peux avoir quelques trucs en plus, un S-Log plus travaillé, vraiment des fonctionnalités qui peuvent être un petit peu gadget ou pour l'avenir dans 5 ans qui seront plus d'actu que si tu achètes un Sony Alpha 7 IV aujourd'hui, et ben dans 5 ans, il aura 10 ans d'âge et là, il commencera à se faire peut-être un peu vieux, ça c'est sûr. Donc, si tu es passionné par la photo et la vidéo, c'est le boîtier par excellence. Aujourd'hui, tu peux le trouver à des prix hyper raisonnables. Moi, je l'ai acheté pour 3000 déclenchements, c'est-à-dire qu'il avait très peu servi. Donc, je l'ai payé 1800 €. Le Sony Alpha 7 V n'était pas encore sorti. Donc, je vous mets tous les liens en description de ce dont je parle, de ce dont j'utilise comme matériel aujourd'hui. Mais le Sony Alpha 7 IV risque d'être assez abordable. En tout cas, vous pouvez l'avoir en dessous de 2000 €, ça c'est sûr. Et il ne faut pas oublier qu'une fois que vous avez votre boîtier, il faudra acheter des cartes SD, probablement d'autres batteries, des micros si vous faites de la vidéo. L'objectif, c'est le plus important. Et sur un capteur plein format, les objectifs, ça peut coûter un petit peu. Donc, pensez à ça. C'est pour ça que je trouve que c'est un superbe appareil parce qu'il reste très polyvalent. Il est très bien en photo et en vidéo. C'est pas le plus performant en photo, c'est pas le plus performant en vidéo. Sauf que la performance, même si c'est 20% seulement de plus performant à d'autres boîtiers, le prix va être 2 fois plus élevé. Tout ça pour pas être polyvalent parce que c'est très difficile en termes de technologie d'être et performant dans la vidéo et dans la photo. Donc voilà, pour moi ça reste le boîtier par excellence. Il est comparable au Sony A7 V qui est mieux. C'est sûr, si vous pouvez vous procurer un Sony Alpha 7 V, ce sera probablement mieux en tout point de vue, mais peut-être pas au point de vue de votre portefeuille. Il faut savoir que le Sony Alpha 7 V, par rapport au Sony Alpha 7 IV, il s'est bien amélioré en photo. Maintenant, en vidéo, ça vaut pas tant le coup que ça de passer sur un Alpha 7 V. En tout cas, moi, à travers toutes mes prestations en tant que professionnel, on m'a jamais dit que la qualité n'était pas bonne. Moi, je me suis jamais rendu compte que j'ai eu des freins, mis à part le crop dans le capteur. Voilà, quand je veux faire du ralenti, paf, ça zoome. Des fois, je veux du grand angle et c'est chiant du coup. Par exemple, en immobilier, j'aimerais bien faire du ralenti en même temps d'utiliser mon grand angle. Parce que c'est comme ça qu'on filme de l'immobilier haut de gamme, vraiment mettre en avant les grandes surfaces, etc. Je fais de la vidéo aussi et là, ça m'embête un petit peu. Donc, je shoote pas au ralenti et je garde mon grand angle. Ou alors, de temps en temps, je shoote en ralenti, mais je sais que je vais être croppé un petit peu. Si le Sony Alpha 7 IV vous faisait déjà de l'œil et que vous voulez faire comme moi et de la photo et de la vidéo, que ce soit en passion ou en profession, que ça corresponde à votre budget, etc. Franchement, foncez. Foncez même en 2026, il est encore exceptionnel ce boîtier. Oui, il y a mieux, mais comme on dit, le prix de la performance, ça coûte très cher. La polyvalence, c'est ce qu'il y a de plus important pour être créatif. Et votre travail, il n'y a que vous qui percevez cette petite écart de performance, mais franchement, une fois que le résultat il est livré, les gens ils savent pas dire si c'est un Sony Alpha 7 IV ou un Sony Alpha 7 V ou une FX3. La différence derrière, elle se fait par rapport à comment vous l'utilisez. Moi, le boîtier, mais je l'ai poncé tous les menus, je les connais presque par cœur, alors qu'ils sont à sortir par les yeux, ils sont horribles. Je sais me servir de mon boîtier, j'ai vraiment plein de fonctionnalités excellentes sur ce boîtier-là. Tout se fait aussi en post-production avec un détalonnage poussé ou non, avec un montage poussé ou non, du sound design poussé ou non, un niveau de créativité sur votre montage si vous faites de la vidéo, un niveau de retouche poussé si vous faites de la photo. 50%, ça se joue en post-production. Donc dites-vous que si vous achetez un appareil 10% meilleur que le Sony Alpha 7 IV, c'est 10% meilleur. Ils vont être finalement que 5% meilleurs parce que le matériel et la prise de vue, elle compte à 50% et les 50 autres pourcents, ils se font sur l'ordinateur. Mais surtout, c'est pas le matériel qui fait la différence, c'est votre façon de prendre les prises de vue, votre façon de maîtriser l'appareil, votre façon d'utiliser vos vidéos et vos photos en post-production. Pour terminer tout ça, je fais un tout petit conseil
sur les objectifs, c'est que les objectifs sont ultra importants quand vous achetez un appareil photo, c'est pas des blagues. Donc si vous voulez exploiter la pleine qualité de votre appareil photo, regardez en description les objectifs que j'utilise. J'essaye de pas m'encombrer de trop d'objectifs, mais d'avoir vraiment des objectifs performants qui peuvent me permettre d'exploiter tout le potentiel de mon appareil. Donc en général, je vise vraiment du bon rapport qualité-prix. Donc mon matériel et ce que je vous mets dans la description si vous êtes curieux, c'est des objectifs au très bon rapport qualité-prix. Voilà, sur ce, c'était une petite vidéo matérielle. Si vous ne me connaissez pas, je fais beaucoup de backstage et de vidéos par rapport à ma profession, à mon activité en tant que photographe vidéaste, comment je gagne ma vie avec ça, comment je fais pour avoir telle ou telle prestation et puis comment je fais tout simplement pour réaliser les photos et les vidéos que je réalise. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, que ce soit un petit peu matos ou que ce soit sur ma vie pro, en tant que photographe vidéaste, etc., je vous invite à me suivre et à être attentif pour les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!